Bonjour à tous et à toutes, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo qui est sortie jeudi, je suis actuellement en région Grand Est puisque j'y travaille pour tout l'été. Et donc la bibliothèque que vous voyez derrière moi, alors la bibliothèque en elle-même fait partie du studio meublé, mais du coup voilà, j'ai juste une petite partie de mes livres avec moi, en gros à peu près un quart de ma pile à lire pour vous donner une idée de l'explosion qu'il y a chez moi, en sachant que je crois que vous ne voyez pas tous les étages. Voilà. Je reviens aujourd'hui pour vous filmer mon dernier point lecture pour le mois de mai. Aujourd'hui j'ai donc 3 romans ainsi que 2 mangas à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Rocaille par Pauline Cidre. Ensuite ce sera au tour du roman Ces orages-là par Sandrine Colette que j'ai écouté en version audio. Après ça je vous parlerai de Sous un grand ciel bleu par Anna McPartlin. Et côté manga, je vous donnerai mon avis sur le tome 2 et le tome 3 du manga Trait pour Trait. On va donc commencer avec Rocaille par Pauline Cidre. C'est un titre que j'ai lu dans le cadre du PLIB étant donné que c'est le dernier des 5 finalistes, le dernier dans le sens celui qui me restait encore à lire. On est sur un titre qui est donc sorti aux éditions Projet Silex, qui d'ailleurs viennent de finir leur campagne de financement pour leur 4e titre, mais il s'agit d'un recueil de nouvelles, donc pour ma part j'y ai pas participé, j'attends le prochain roman en fait qu'ils proposeront. Et depuis Rocaille, ils font en plus de ça des hardbacks, donc voilà, c'est vraiment très chouette. C'est un récit que j'avais déjà hésité à me prendre plusieurs fois étant donné qu'il s'agit de fantasy et en hardback et que le résumé m'intriguait plutôt bien. J'avais un petit peu peur du côté sombre et j'avais également un peu peur que l'écriture soit un peu lourde parce qu'il me semble que j'avais lu un extrait, le début du premier chapitre peut-être ou quelque chose comme ça, et il me semble que j'avais trouvé l'écriture assez lourde, ce qui me paraît complètement bizarre parce que c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu maintenant. Donc bref, du coup c'était un titre que j'étais quand même curieuse de découvrir, que je me suis acheté en début de mois et que j'ai donc lu ce mois-ci. Dans Rocaille, on est sur l'histoire de Gésil. Alors je sais pas si ça se dit Gésil, Gésil, j'en sais rien, bref, de Gésil on va dire, qui est un roi, en sachant qu'en fait dans ce royaume c'est un monde qui est très particulier puisque c'est un monde dans lequel il y avait autrefois des magistres qui étaient des magiciens et une lignée de rois qui a ce qu'on appelle le sang vert. En fait, on est dans un monde dans lequel tout est absolument décimé, il n'y a absolument plus rien qui vit, plus rien qui pousse, sauf donc la lignée royale qui, grâce à son sang vert, peut en fait faire pousser plein de choses et donc du coup ils sont complètement... c'est eux qui nourrissent absolument tout le peuple et si eux arrêtent de produire de la nourriture, eh bien le peuple meurt de faim. Du coup, donc, Gésil a un frère et une sœur, ils sont tous les trois donc de sang vert, donc tous les trois alimentent le monde et donc c'est lui qui est roi. Sauf que le roi va mourir, voilà. Gésil va se faire assassiner au tout début du titre et en fait il va être ramené à la vie par une bande qui s'appelle les Funestrelles, qui est en gros une bande de brigands et Gésil, quand il revient à la vie, ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'il a été ramené à la vie par les Funestrelles qui sont censés être plutôt des ennemis de la couronne et donc il se pose un petit peu des questions pour savoir qui est-ce qui les a commandités, pourquoi est-ce qu'il a été ramené à la vie et en plus de ça on va lui apprendre qu'il a en fait 7 ou 8 vies, je sais plus exactement, enfin en tout cas voilà, qu'il a plusieurs vies. Sauf que, eh bien, ça va avec quelques petits désagréments, notamment le fait qu'il ait perdu son sang vert, qu'il ne peut donc plus rien faire pousser. Et puis également, il y a certaines choses qui ne se passent plus comme avant. Par exemple, il n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de digérer, de se rendre aux toilettes, il n'a plus non plus besoin de dormir. Enfin voilà, quelques petites particularités qui font qu'il vit quand même assez mal en fait tout ça. Et puis ils vont se rendre compte également qu'en fait il pourrit petit à petit. C'est très glamour. Sauf que assez rapidement ils vont mettre la main sur un jeune homme avec les Funestrelles, la bande de brigands donc. Et ils décident en fait de mettre la main sur un jeune homme qui apparemment serait le dernier des magistres et leur objectif, donc les Funestrelles, Gésil et aidé donc du magistre, c'est de pouvoir du coup reconstituer quelque chose de plus solide pour pouvoir remettre Gésil sur le trône, annoncer que finalement il était bien en vie, le remettre sur le trône et pouvoir changer pas mal de choses dans le fonctionnement du royaume.
Donc voilà pour ce qui est de l'histoire. C'est une histoire qui m'a bien plu. Alors franchement j'ai trouvé ça surtout très très prenant. C'est vraiment le gros point positif que je dirais dans ce roman, c'est que j'étais vraiment complètement prise dedans. Et j'ai beaucoup aimé le personnage du magistre. On va remonter petit à petit, enfin suivre petit à petit toute son histoire, tous les différents noms qu'il a eu et comment est-ce qu'il en est arrivé à avoir tous ces noms et toutes ces histoires et finalement toutes ces vies lui aussi. On va suivre ça petit à petit et vraiment l'histoire du magistre c'est le personnage qui m'a le plus plu. J'ai beaucoup aimé également le personnage de la chef des brigands que j'ai trouvé très chouette, même s'il y a certains petits points qui m'ont un peu moins convaincue. On est alors dans de la fantasy qui est quand même assez sombre. Malgré ça, j'ai eu un petit peu de mal avec le rapport qui est fait à la vie. Je trouve autant que par rapport du coup à Gésil, c'est hyper intéressant. Mais à côté de ça, je trouve qu'ils ont vraiment pas beaucoup d'égard pour la vie de d'autres personnes et tout le monde n'est pas immortel comme eux, quoi. Enfin, comme lui. Donc bon, c'est un peu ça m'a un peu dérangé dans certains aspects. Il y a également certaines interactions entre des personnages que je trouve un petit peu bizarre, ou certains personnages qui montrent un certain caractère et puis finalement plus le même un peu plus tard. C'était plutôt dans ce genre de choses et sans qu'il y ait forcément de grandes évolutions ou quoi. Enfin, qu'on montre tout un chemin d'évolution. Je trouve que des fois certains caractères de personnages n'étaient pas forcément toujours très cohérents. Je crois que c'est un premier roman, en tout cas c'est un premier roman édité si je dis pas de bêtises, et du coup je trouve ça franchement chouette et franchement bien réussi. Ouais c'est ça, c'est le seul livre édité de Pauline Cidre. Donc ouais, je trouve ça vraiment chouette, vraiment bien fait. Je serais très curieuse de découvrir d'autres titres de Pauline Cidre. Et puis j'ai franchement bien aimé toute l'histoire, j'ai trouvé ça assez original. Et donc du coup je lui ai mis la note de 16/20. C'est pas mon préféré parmi les finalistes, mais ça a été une bonne lecture. Ensuite, j'ai donc lu Ces orages-là par Sandrine Colette. Il est publié aux éditions JC Lattès. Pour l'instant, il est disponible en grand format et puis donc en version audio chez Audiolib. Et pour ma part, c'est dans cette édition-ci que je l'ai découvert. Donc à nouveau, merci Hermine et puis Audiolib pour cette écoute. C'est un titre qui m'intriguait pas mal parce qu'en fait, j'avais lu le précédent titre de Sandrine Colette, dont j'ai complètement oublié le nom. C'était un truc avec les forêts. Un titre en rapport avec la forêt, je crois. C'est un titre que j'avais trouvé très sombre, qui m'avait franchement dérangée par certains points. C'était un roman post-apo, j'ai trouvé ça intéressant et prenant et super glauque par certains points. Du coup, je vous avoue que ça m'avait un petit peu refroidi. J'étais pas hyper sûre de vouloir lire autre chose de Sandrine Colette. Et puis Hermine m'a vraiment convaincue de le lire. Le résumé m'intriguait bien, etc. Donc voilà, je me suis relancée avec ce roman-là. Dans l'histoire de Ces orages-là, on suit l'histoire de Clémence, qui est une jeune femme qui essaye de sortir d'une relation toxique dans laquelle elle a été pendant 3 ans. Donc elle était pendant 3 ans en couple avec Thomas et on voit vraiment toute l'emprise qu'a eu Thomas sur elle. Je trouve que ça explique extrêmement bien tout le mécanisme et toutes les étapes par lesquelles ça passe, tout le mécanisme de rabaisser l'autre, de se faire sentir indispensable pour l'autre parce qu'il n'est pas assez bien, enfin bref. C'était hyper intéressant et je trouve super bien fait sur le plan des relations toxiques. Donc gros trigger warning, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, passez peut-être votre chemin avec ce roman parce que c'est vraiment très bien fait de ce point de vue-là. Mais par contre, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, au contraire, franchement, allez-y parce que c'est hyper bien fait. Donc Clémence, du coup, c'est une jeune femme qui est très maigre, qui s'est toujours sentie très transparente. Elle avait toujours eu du mal à hausser la voix, à se faire entendre, à montrer aux autres qu'elle existe et qu'elle n'est pas juste là pour faire de la déco et pour suivre ce que les autres disent. Et par contre, Clémence est une grande passionnée par la boulangerie. Elle a toujours rêvé d'être boulangère et donc elle est boulangère. Et on la suit également dans son travail qui est quelque chose de très important pour elle et du coup de franchement chouette dans le récit. Le personnage de Clémence, du coup, c'est un personnage qui m'a vraiment bien plu, surtout que c'est un personnage qui est quand même très ambivalent. On voit des grosses parts de noirceur en elle, on replonge avec elle dans des souvenirs qui sont genre juste affreux, juste ignobles.
Et franchement c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé le rapport de Clémence avec sa reconstruction à elle-même. Elle va louer une petite maison et on voit vraiment sa maison comme un havre et en même temps euh, le jardin qu'elle a avec ses poissons rouges, donc on voit sur la couverture. Et je trouvais ça, c'est une relation très particulière qui est très belle la journée et très conflictuelle la nuit. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé les nouvelles relations qu'elle tisse. Alors c'est pas des relations amoureuses, hein, mais les nouvelles relations qu'elle tisse avec les nouvelles personnes qui vont entrer dans sa vie finalement après Thomas. Et puis par contre, il y a un point qui m'a un petit peu plus gênée, qui est le rapport avec sa mère. Je trouve qu'il y a certains points qui m'ont un peu dérangée, surtout en fait dans la fin. Dans comment ça se finit, je trouve qu'il y a certains points que je trouvais pas forcément très logiques ou un petit peu bizarres. Mais voilà, sinon c'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié. Je crois qu'il est assez court en version papier parce qu'en livre audio il durait pas hyper longtemps. Et alors la lecture audio est vraiment très bien faite. Elle est peut-être un petit peu lente. J'ai l'habitude des livres audio qui sont peut-être lus un tout petit peu plus vite que ça. Euh, mais c'était vraiment hyper réussi. Je regarde, ouais, il fait 300 pages en papier, donc ouais, il est assez court et vraiment prenant. Je trouve que l'ambiance y est très bonne, très forte. Et voilà, du coup c'est un titre que je vous recommande, je pense que vous l'aurez compris. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Sous un grand ciel bleu par Anna McPartlin, qui est publiée aux éditions Le Cherche Midi, que je remercie pour cet envoi. En plus de ça, je l'ai reçu avec une petite carte dédicacée. À chaque fois, les romans d'Anna McPartlin, ils nous les ont fait parvenir avec des cartes dédicacées, etc. Je trouve ça vraiment super chouette. Et j'aime tellement le travail d'Anna McPartlin. C'est le quatrième titre traduit d'elle en français. C'est également ma quatrième lecture d'elle en français, puisque je les ai tous lus. Et vraiment, elle a un don dans les mots qui me transporte à chaque fois. À chaque fois, je suis complètement prise par le récit, par les personnages, par les émotions. À chaque fois, je pleure, mais alors des litres, quand je lis ces titres. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup son travail. Mon préféré reste Mon midi, mon minuit, qui est absolument merveilleux. J'avais beaucoup aimé Les derniers jours de Rabbit Eyes. Le troisième titre, Du côté du bonheur, est un petit peu différent. Je sais qu'il a plutôt moins plu que les deux autres. Pour ma part, je l'avais bien aimé malgré tout. Et donc voilà, quand j'ai appris qu'elle sortait un nouveau titre, donc Sous un grand ciel bleu, j'étais ravie. En plus, ils ont gardé donc cette charte graphique qui est vraiment propre au roman français apparemment, enfin aux traductions françaises d'Anna McPartlin, et que j'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, j'étais ravie de le lire. Et puis ensuite, j'ai vu ce bandeau qui dit que donc c'est la suite des derniers jours de Rabbit Eyes, et ça m'a un petit peu refroidi parce que j'aime tellement Anna McPartlin, j'aime tellement les personnages qu'elle crée que j'avais hâte de découvrir en fait quelque chose de complètement nouveau venu d'elle, de replonger à nouveau dans quelque chose de nouveau. Et en fait non. En fait non, on a retrouvé les personnages de Rabbit Eyes vraiment au moment du décès de Rabbit Eyes, puisque bon, c'est pas un spoil, hein, ça s'appelle Les derniers jours de Rabbit Eyes, et Rabbit Eyes est en phase terminale d'un cancer. Et c'est une jeune femme qui est mère de famille, enfin qui a une fille, et puis qui est très entourée par sa famille, par son clan limite. Et c'était vraiment super chouette, c'était un roman vraiment très émouvant. Et donc voilà, le Sous un grand ciel bleu commence vraiment juste au moment du décès de Rabbit Eyes et va se poursuivre sur les 2-3 années qui vont suivre. C'est un titre que j'ai adoré. Voilà, comme je vous l'ai dit, je partais pas forcément... Enfin, je partais vraiment avec un a priori qui était de me dire pourquoi est-ce qu'il y a eu ce titre. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? A priori non, parce que Les derniers jours de Rabbit Eyes se finit. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Du coup, est-ce que ça va vraiment fonctionner avec moi? Et alors en fait, clairement oui, ça a complètement fonctionné avec moi. Je me suis posé les questions peut-être pendant les 50 premières pages et ensuite j'étais complètement prise dans le récit. Il fait quand même 500 pages, alors je trouve qu'il y a peut-être quelques petites longueurs, quelques petites choses qui auraient pu être un petit peu raccourcies, mais c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai adoré retrouver tous les personnages des derniers jours de Rabbit Eyes, les parents, donc Molly et Jack, son frère et sa sœur, la fille Juliette, enfin vraiment voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce titre. À nouveau, de très grosses émotions pour moi. Et ouais, c'était vraiment super chouette. Ça parle de plein de thématiques. Alors ça parle forcément du deuil, mais ça parle aussi de d'autres choses. Rabbit Eyes est décédé d'un cancer du sein, donc les questions se posent pour le reste de sa famille, de savoir si eux aussi sont à risque d'avoir un cancer du sein. On va également parler de la difficulté du coup de reconstruire une famille, puisque du coup Juliette va être adoptée par un autre membre du clan Eyes, de savoir comment ça va se passer, et puis voilà, plein de choses. C'était vraiment hyper chouette.
C'est des titres avec toujours, alors toujours des sujets très durs et en même temps c'est des titres avec je trouve beaucoup d'espoir dedans et beaucoup d'émotions tristes mais aussi beaucoup de très belles émotions. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un titre que je vous recommande très chaudement. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Et voilà, c'est encore une fois une très grande réussite et j'ai déjà hâte de voir quelle sera la prochaine histoire que nous racontera Anna McPartlin et je serai bien entendu au rendez-vous. Ensuite, j'ai donc lu les tomes 2 et 3 du manga Trait pour Trait. Je vous avais parlé de ma lecture du premier tome dans un point lecture spécial graphique qui est sorti il y a quelques semaines de ça. Donc Trait pour Trait, c'est l'histoire de Akiko Higashimura qui est, donc en fait c'est une autobiographie. Akiko Higashimura est apparemment une mangaka assez connue dans le domaine du shoujo. Pour ma part, j'ai jamais lu ce qu'elle a écrit. Je crois qu'elle a écrit Princesse Jellyfish ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Clairement, je lis quasiment pas de shoujo, donc du coup, je connais pas du tout. C'est vraiment Trait pour Trait en soi qui m'intéressait parce que ça parle de comment est-ce qu'elle est devenue dessinatrice de manga, dessinatrice de shoujo et de tout son parcours pour en arriver là. Donc voilà, ça m'a intrigué pas mal. J'avais vu pas mal de retours très positifs sur cette série. Je crois que c'est une série en 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis en français. Et du coup donc dans le premier tome on suit Akiko quand elle décide en fait de passer les concours pour entrer dans une école d'art pour ensuite devenir donc mangaka. Le deuxième tome elle est en école d'art et le troisième tome c'est ce qui va se passer juste après l'école d'art et ses débuts en tant que mangaka qui vont pas tout à fait se passer comme elle l'avait prévu. Akiko est un personnage assez chiant. Voilà, je pense que la mangaka a dessiné qui elle était sans trop édulcorer et avec un regard assez critique sur qui elle était. Parce qu'en fait on voit vraiment que c'est une jeune fille au départ qui est certaine qu'elle va devenir la mangaka, le nouveau grand phénomène, etc. Et qui va un petit peu devoir retomber sur ses pieds parce qu'en fait elle va se rendre compte que non, en fait elle n'est pas du tout plus talentueuse que quelqu'un d'autre, même plutôt moins. Et puis qu'elle peut pas juste dormir en cours et puis espérer devenir la plus grande mangaka, que pour entrer dans les écoles d'art il faut pas juste savoir dessiner et puis en plus c'est ce qu'elle sait vraiment dessiner. Voilà, enfin ça pose pas mal de questions. Il y a un regard comme je disais vraiment critique. En plus de ça, quand elle entre en école elle va commencer à faire plein de conneries. Elle n'est pas du tout assidue, puis elle flambe tout son argent, etc. Enfin voilà, c'est un personnage qui peut paraître un peu attachant, mais qui est surtout quand même assez agaçant, honnêtement. Surtout dans le tome 2. Le tome 3, du coup, comme elle est plus dans la vie adulte, dans le après-études, elle a pas mal de choses qui la rattrapent un peu, et du coup, je l'ai plus appréciée dans le tome 3. Pour ce qui était du tome 1, je vous avais parlé aussi du fait que j'avais eu du mal avec... je sais pas pourquoi j'ai... que j'ai eu du mal avec la relation qu'elle a avec son mentor, son professeur de dessin, qui est quelqu'un de franchement pas sympa. Alors il reste pas très sympathique, on continue à le voir dans la suite. Il reste pas très sympathique, mais le rapport change un peu quand même entre les deux et devient plus sain et plus intéressant. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 15 sur 20 au tome 2 et de 16 sur 20 au tome 3. C'est une série que je reste curieuse de découvrir. Je trouve qu'elle apprend pas mal de choses sur le système au Japon, sur l'univers du manga, etc. Je trouve ça assez intéressant. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains peut-être que vous avez déjà lus. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!